Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Les programmes sociaux destinés aux couches vulnérables de la population seront bientôt relancés. L'annonce en a été faite par le président Jovenel Moïse au cours d'une séance de travail mardi avec les représentants de plusieurs partenaires d'Haïti. Contrairement à ce qui a été annoncé, Médecins sans frontières ne va pas quitter Haïti définitivement. Selon Michel Chouinard, chef de mission à MSF, il s'agira tout simplement de la fermeture graduelle de 2 des 6 projets humanitaires d'urgence mis en place dans le pays après le séisme. Les 12 lauréats du concours de nouvelles organisé par C3 Éditions ont été honorés par l'ambassade de France. La cérémonie a eu lieu en la résidence de l'ambassadeur ce mardi. Le chef de l'État haïtien, Jovenel Moïse, est préoccupé par l'arrêt des programmes sociaux depuis plusieurs mois. Il a eu lundi une séance de travail avec les représentants de plusieurs partenaires d'Haïti en vue de solliciter des fonds pour relancer les programmes sociaux destinés aux couches vulnérables de la population. Avec les représentants de la Banque interaméricaine de développement, de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international et de la coopération canadienne, le président Moïse a mis en évidence la nécessité de dynamiser les programmes sociaux en Haïti pour améliorer le sort des plus vulnérables. Il a fait valoir que l'accord de monitoring avec le Fonds monétaire international ne constitue pas un frein pour la réalisation de ces programmes. Le financement des programmes sociaux a été l'objet d'un accord avec le FMI, a-t-il assuré. Les programmes mis en œuvre par le FAES devront bénéficier d'un transfert de ressources non décaissées de la BID, de la BID, équivalent à 7 millions de dollars issus des projets d'investissement en exécution. Au cours des dernières semaines, des manifestations avaient eu lieu dans des quartiers populeux pour réclamer la reprise des restaurants communautaires. Le chef de l'État s'est dit conscient de l'apport considérable des programmes sociaux aux familles défavorisées. Il a fait état de certaines modifications en vue de mieux les adapter aux besoins de la population. La présidence révèle que les responsables de la BID envisagent de formuler un projet d'investissement dans le domaine de la protection sociale et de la création d'emplois afin de permettre au gouvernement de disposer de ressources suffisantes pour poursuivre les actions visant à l'amélioration des conditions de vie des plus vulnérables. La commission spéciale sur l'amendement de la Constitution poursuit ses consultations. Ce mardi, cette entité, dirigée par le député Jerry Tardieu, a rencontré le président de la Fédération protestante d'Haïti, le pasteur Sylvain Exantus, qui a formulé un ensemble de recommandations à la commission, notamment le remplacement du Premier ministre par un vice-président. N'a dit président, à travers voix, c'est toutes ces nous qui frères nous dans le secteur protestant qui aujourd'hui a gain parole pas qui voter dans la question amendement constitution. N'a pas garanti que tout député qui est table là qui était réuni pour rencontrer la Fédération protestante d'Haïti, il a pris très au sérieux proposition que nous faisons qui fixe ses positions secteur sous question amendement constitutionnel et dans le rapport d'étape qui a sorti le 29 mars 2018 aide-moi qu'on remette nous matin la figure en annexe. Et nous connaissons que grand rendez-vous c'est à la fin de l'année côté que la commission va faire proposition d'amendement. Il faut nous dire c'est des propositions qui étaient venues à partir d'une journée de travail en plein de la part de commission d'éthique fédération, commission de théologie et commission droits humains et justice et ont été finalement accouché document ça. Et yon là-dedans c'est que nous proposons au lieu pour être capable de gagner un premier ministre, nous tous nous vivons nous-mêmes comme journalistes quantité péripéties, douleur pour un premier ministre passer dans la chambre et c'est pas rien que nous rien contre chambre non, mais nous voyons que le pays a perdu du temps pour choisir un premier ministre. Nous avons proposé un autre régime qui est capable de permettre que le président lui fait campagne avec un vice-président et sitôt que lui passe qu'on y a là,
eh bien, pas bien péripéties ça encore. Quelques articles d'importance, par exemple, le président de la République, que la Constitution considère comme mineur, alors que il a fait des faits, et puis il n'est pas responsable devant la loi, il n'est pas responsable devant personne monde, les mandats finis, il rentre la Kaili, et puis là, il y a tout l'autre monde dans le problème. Non, nous dit non, le président de la République, il n'est pas capable de miner encore, ils sont monde qui est responsable de gestion. Les disparités sociales et économiques entre Haïti et la République dominicaine sont à la base des conflits qui opposent régulièrement les habitants des deux pays. C'est l'analyse de l'ancien candidat à la présidence, Éric Jean-Baptiste. L'homme politique dénonce l'absence de l'État dans les villes frontalières, notamment à Ansapitre. Éric Jean-Baptiste, qui a effectué une visite dans cette commune suite à la tension qui y a régné la semaine écoulée, exige que la lumière soit faite sur certaines rumeurs faisant état de massacres d'Haïtiens à Pedernales. Ça, l'État haïtien a essayé de cacher qui a passé dans ce chapitre-là, magistrat dans ce chapitre-là, témoigner côté que M. Tiguen, un pile haïtien, un pile compatriotes nous qui mourent, qui ont assassiné et qui disparaissent. Moun qui dans gare expliquer que jusqu'à maintenant comment il est difficile pour que yo recenser quantité de compatriotes qui mourent, que yo assassinés, parce que jusqu'à maintenant nous-mêmes ici sur bord par nous pas mettre devoir nous au propre pour nous permettre que les compatriotes nous gagnent pièces d'identité. Dans ce cas privé, là, je dis plus particulièrement dans un chapitre, mais recommandations que nous-mêmes, nous pensons qu'il a supposé faire rapidement. Le premier là, c'est que faut que l'État haïtien gonfle les veines pour faire construction route fonds parisien vers Tiot. Haïtiens qui en s'appliquent souvent sont obligés de jamber frontières pour y aller acheter glace parce que l'électricité c'est zéro dans un chapitre. Nous pensons qu'il faut faire construction route Tiot, Belance, Marigot. En même temps, il faut que mettre campé sous pied port de cabotage qui est capable de permettre que un chapitre désenclaver et gagner relation avec l'autre ville côtière qui est dans le département sud-est là. En même temps, d'une manière générale, il faut dire que nous croyons que l'impératif pour que vous mettez campé sous pied tout bon vrai l'armée d'Haïti qui pour sécuriser la frontière là. L'ONG Médecins sans frontières sera toujours présente en Haïti. Selon Michel Chouinard, chef de mission, MSF va fermer de façon graduelle 2 des 6 projets humanitaires d'urgence mis en place dans le pays après le tremblement de terre. Il s'agit de la maternité de Delma 33 et du centre traumatologique de Tabar. Ces projets ne seront pas fermés par manque de financement ou par injonction du gouvernement, mais plutôt en raison d'une décision opérationnelle, précisent les responsables de l'organisation humanitaire. Entre-temps, les parents et les patients qui fréquentent ces institutions sanitaires expriment déjà leur mécontentement et leur tristesse après cette annonce. Reportage de Luxon Saint-Ville. Nous avons fait accident même il y a 2 ans, 6 mois là depuis ma suivre dans sa frontière. Je n'ai pas l'argent pour nous dépenser pour payer l'hôpital gros tête nègre. Cette femme fréquente le centre traumatologique de Tabar depuis 2015. Plus de 2 ans après son accident de voiture, elle reçoit encore des soins et des médicaments gratuitement. La fermeture de ce projet humanitaire d'urgence de Médecins sans frontières est une annonce que digère mal cette patiente. Non, ça ne peut pas fermer parce que ça ne fait pas fermer. Malheureusement, pas l'argent pour payer l'hôpital privé. Parce que je connais si va te gagner sans frontière, en pile haïtien t'a mouru déjà. Marlene n'est pas la seule à s'élever contre cette décision. Elle, Takinskov, 38 ans, accompagne sa fille ce mardi à une séance de thérapie. Pour elle, la fin des opérations dans ce centre
aura un impact considérable sur l'offre de soins à Port-au-Prince. C'est ça qui est bon pour payer à Pito, qui est bon pour payer à penser pour lui, mais pas penser pour faire de destruction. On fait qui pas de santé, qui pas d'éducation, c'est bon pays. Au centre de maternité à Delma 33, c'est le même refrain. Depuis 4 jours, Mélanie tient sa sœur compagnie qui souffre de complications après son accouchement. La fermeture prochaine de ce centre la préoccupe au plus haut point. Il y a un pile service dans le pays pour malades qui sont. Moi, je souhaite pour se frontière aller, mais pour être là pour tout le temps. Parce que c'est un bon service, malheureusement, pas l'aider. À la maternité de Delma 33, les opérations de Médecins sans frontières prendront fin en octobre de cette année, alors que le centre trauma à Tabar sera fermé définitivement fin juin 2019. Alors, quel est le motif de cette décision? Michel Chouinard, chef de mission à MSF, donne les principales raisons. MSF ou Médecins sans frontières avait construit une structure avec une durée physique de 5 ans. Elle est dépassée déjà par 2 ans. Donc, c'est une des raisons pour laquelle on a pris la décision de fermer l'hôpital de Créo de façon graduelle, en discussion avec le ministère de la Santé. Pour ce qui est de l'hôpital de Tabar, je dirais que c'est dans une veine semblable. C'est une décision difficile, regrette la chef de la mission. Madame Chouinard rassure, MSF ne partira pas et 4 autres projets sont encore présents sur le terrain. Dont le centre d'urgence à Martissan, qui fonctionnait 24/7. Notre clinique Promem sur les violences sexuelles et basée sur le genre, aussi à Delma 33. Le projet de Grand Brûlé à Drouillard et aussi un support sur un hôpital à Port-à-Piment depuis l'ouragan Matthew en 2016. Des discussions se poursuivent entre les Médecins sans frontières et le gouvernement haïtien afin d'assurer le suivi des patients. Après la fermeture de ces 2 centres, MSF envisage même de faire un don de matériel aux autorités sanitaires du pays. Deux responsables universitaires mettent en garde contre les risques que le secteur de la santé encourt si l'accréditation des facultés de médecine haïtiennes n'est pas renouvelée en 2023. Au cas où rien ne serait fait d'ici là, le docteur Jean-Claude Cadet, doyen de la faculté de médecine de l'HUEH, redoute que les médecins formés en Haïti ne puissent plus exercer à l'étranger. Pour sa part, Jackie Lumarque, recteur de l'université Quisqueya, craint une chute du niveau des compétences des médecins formés dans le pays et fustige l'inaction de l'État qui ne cherche pas à réguler le secteur. Suivez les explications du docteur Jean-Claude Cadet et du professeur Jackie Lumarque. Si on prend une faculté accréditée, nous ne pouvons pas déplacer en pile. C'est-à-dire que, à part que nous sommes en Haïti, porte États-Unis, porte Canada, porte de l'Europe fermée pour étudier ça. Et je pense que ça constitue un danger parce que de toute façon, si on fait des travaux de recherche très poussés, nous pas encore des capacités pour nous indépendants pour nous faire des travaux de recherche. D'ailleurs, le laboratoire que nous parlons, qui fonctionne actuellement, si nous pas de partenariat assez intense avec l'Université de Floride, même laboratoire n'est pas fonctionnel. Et ça fait que l'Université de Floride investit dans la faculté, c'est parce que nous connaissons que nous avons marché vers l'accréditation. La question, ce n'est pas seulement impossibilité pour un étudiant haïtien de poursuivre sa formation à l'étranger ou d'aller pratiquer la médecine à l'étranger. Parce que nous ne pas formons médecins haïtiens pour aller aux États-Unis et au Canada. Mais ce qui est plus grave là-dedans, c'est que cette information, ça va, si pas capable partir encore à l'étranger, ça veut dire tout. Dans quelles conditions on apprendre médecine là où? Dans quelles conditions on peut pratiquer médecine là où? Donc, son danger national. Quoi. Donc, la question, ce n'est pas par rapport seulement à la possibilité de déplacement, de mobilité. Il sont question de est-ce que les autorités haïtiennes ont garanti qu'un professionnel de santé, qui est médecin, qui est infirmier, gagne suffisamment de compétences pour l'exercer métier de manière efficace, avec la qualité suffisante pour ne pas faire des dégâts dans la population. L'État doit se dire, d'abord, l'ensemble des facultés de médecine accréditées doit être prise en charge par les pouvoirs publics. Et dit ça, c'est un problème de santé publique nationale. Et on a fort posé question, et les autres qui ne sont pas accrédités, ou qui t'a formé médecin, ou qui t'a formé infirmière,
pour faire quoi dans la rue, avec qui dégâts, qui conséquences, sous santé publique. Autrement dit, l'État a dépensé pour l'améliorer système de santé national, et puis on admettre que parallèlement dans le même territoire, il y a des fossoyeurs du site national de santé. Donc, une décision courageuse, difficile sur le plan politique qui doit être prise, mais il faut dire, mais ça m'a fait avec l'école qui n'est pas reconnue par l'État. La pastorale des jeunes de l'archidiocèse de Port-au-Prince organise le 24 mars prochain une journée de sensibilisation sur le thème « Jeunesse unie, pays fleuri » dans le cadre des célébrations de la Journée mondiale de la jeunesse. Une activité qui sera ponctuée par une foire gastronomique, des conférences-débats, des ventes signatures, ainsi que des échanges avec des artistes tels le chanteur Jean-Jean Roosevelt. Journée mondiale de la jeunesse, c'est un jour côté, pas plan demandé à travers le monde pour aider les jeunes à réfléchir sur valeurs, sur potentialité qui a fait Torland, Kaiser Salésienne, autour du thème jeunesse unie, pays fleuri. C'est de longues journées de réflexion, de prière, de détente, de vente signature également, parce qu'il y a bien des ouvrages qui ont l'honneur. Côté, environ 4000 jeunes réunis pour être capables de réfléchir pendant toute journée. Nous avons réfléchi pour comprendre que si vous arrivez à prendre conscience de potentialité, si vous unissez tête, Haïti qui je dis à l'état ça capable de transformer dans un laps de temps. Il suffit que les institutions responsables investissent dans les jeunes. Il suffit que les gens qui veulent faire un cadeau, ils fassent suite au niveau de la jeunesse pour que les jeunes prennent conscience et avancent. Donc c'est peut-être ça, nous-mêmes au niveau de l'église, nous offrons jeunes journée ça, qui pourra permettre de continuer à prendre conscience de force, de potentialité, pour être capable de faire, pourquoi pas, des merveilles dans la société. Qui finalité journée? Nous voulons que les jeunes prennent conscience que là, ils ne sont pas là seulement pour végéter, mais ils sont capables de prendre conscience de l'existence et apporter à travers l'unité, esprit de fraternité, des transformations totales dans toutes facettes de la société. Dans le cadre de la Semaine de la francophonie, l'ambassadeur français en Haïti a honoré ce mardi les 12 lauréats du concours de nouvelles. Ce concours a été réalisé par C3 Éditions sous la direction de Gary Victor. L'ensemble de ces nouvelles constitue un ouvrage intitulé Haïti 2042, les futurs possibles. C'était l'occasion pour l'ambassadeur Elisabeth Beton-Delègue et d'autres écrivains haïtiens d'exprimer leur admiration pour ces jeunes. Vanessa Léger et Guitry Choisy étaient dans les jardins de la résidence privée de l'ambassadeur français. Suivez leur reportage. L'état d'Haïti peut empirer comme cet état peut améliorer, mais ça dépendra de nous, de nos actions, de tout ce que nous ferons tous les jours avec les gens autour de nous, avec tout ce que nous entreprenons. Ce message que Joédine Jean-Baptiste a voulu faire passer dans sa nouvelle a particulièrement retenu l'attention de l'ambassadeur français en Haïti. Elle vient confirmer, à l'admiration de tous, que la jeunesse haïtienne a énormément de potentiel. Pour la diplomate Elisabeth Beton-Delègue, cet ouvrage, Haïti 2042, les futurs possibles, en est la preuve palpable. Je crois que c'est la démonstration, je veux dire, des talents, je mets bien un pluriel, qui existent dans ce pays et dans sa jeunesse. Et il y a une jeunesse qui a besoin de s'exprimer, mais une jeunesse qui sait s'exprimer aussi, je dirais, en ayant en main les outils, je dirais, de l'écriture, de l'intelligence. Et je crois que c'est un formidable message, justement, de cette jeunesse auprès de l'ensemble de la population. Dire que le peuple haïtien a du mal à s'exprimer en français, ce serait parler trop vite pour Madame Delègue. Le niveau d'écriture des 12 lauréats, leur capacité à s'exprimer dans la langue de Voltaire de façon limpide, prouve que la langue française est toujours un centre d'intérêt pour la jeunesse, même si elle reconnaît qu'il y a un problème dans le système éducatif haïtien. Et le français fait partie de ce problème global de l'éducation, mais on voit bien que dans les lauréats de cette année, je veux dire, vous avez des jeunes qui viennent de Ouanaminthe, par exemple, qui viennent des Gonaïves, qui viennent de Tabar, ce qui montre bien qu'il
il y a encore des ressorts dans ce système éducatif, mais qui va au-delà du système éducatif et qui évidemment milite pour plus de bibliothèques, plus d'accès Internet pour pouvoir avoir accès au contenu francophone notamment, mais pas exclusivement. Il ne s'agit pas seulement de montrer la capacité des jeunes à parler le français, mais aussi d'aller vers cette génération qui est l'avenir du pays et faire germer les rêves d'une Haïti meilleure, explique Gary Victor. C'est d'offrir aux jeunes un lieu où ils puissent exprimer leur talent. Nous sommes en quête de l'excellence, donc il faut vraiment un lieu où l'excellence puisse s'exprimer. Les 12 lauréats, 6 filles et 6 garçons, sont une garantie aux écrivains expérimentés que la relève est assurée. Cette génération a non seulement une belle plume, mais aussi des idées pour une société meilleure. Ketli Mars, auteur de nouvelles et de plusieurs romans, ne cache pas sa fierté et estime que ces jeunes méritent un encadrement spécial. Et ça m'a touché qu'un jeune ait eu à faire cette remarque à des adultes. Soutenez-nous, donnez-nous des principes, gardez-nous dans les valeurs. C'est ce qu'ils ont besoin pour pouvoir avancer vers cet avenir et de tous les futurs possibles. Quand de grands auteurs de la littérature haïtienne supportent des jeunes écrivains, ce n'est que la traduction du thème de la quinzaine de la francophonie cette année. Le trait d'union pour agir avec tous les futurs possibles en faveur d'une meilleure Haïti en 2042. Une journée de sensibilisation sur le thème « Jeunesse unie, pays fleuri » dans le cadre des célébrations de la Journée mondiale de la jeunesse. Une activité qui sera ponctuée par une foire gastronomique, des conférences-débats, des ventes signatures, ainsi que des échanges avec des artistes tels le chanteur Jean-Jean Roosevelt. Journée mondiale de la jeunesse, c'est un jour côté, pas plein demandé à travers le monde. Pour aider les jeunes à réfléchir sur valeurs et sur potentialité qui a fait Torland, Kaiser Salésienne, autour du thème Jeunesse unie, pays fleuri. C'est de longues journées de réflexion, de prière, de détente, de vente signature également, parce qu'il y a bien des ouvrages qui ont l'honneur. Côté environ 4000 jeunes réunis pour être capables de réfléchir pendant toute journée. Nous avons réfléchi pour comprendre que si vous arrivez à prendre conscience de potentialité, si vous unissez tête, Haïti qui aujourd'hui a un état ça capable de transformer dans un laps de temps. Il suffit que les institutions responsables investissent dans les jeunes. Il suffit que les gens qui veulent faire un encadrement le fassent ensuite au niveau de la jeunesse pour que les jeunes prennent conscience et avancent. Donc c'est peut-être ça, nous même au niveau de l'église, nous offrons jeunes journée ça, qui pourra le permettre de continuer à prendre conscience de force, de potentialité, pour être capable de faire, pourquoi pas, des merveilles dans la société. Qui finalité de journée? Nous voulons que les jeunes prennent conscience que là, ils ne sont pas là seulement pour végéter, mais ils sont capables de prendre conscience de l'existence et apporter à travers l'unité, l'esprit de fraternité, des transformations totales dans toutes facettes de la société. Dans le cadre de la Semaine de la francophonie, l'ambassadeur français en Haïti a honoré ce mardi les 12 lauréats du concours de nouvelles. Ce concours a été réalisé par C3 Éditions sous la direction de Gary Victor. L'ensemble de ces nouvelles constitue un ouvrage intitulé Haïti 2042, les futurs possibles. C'était l'occasion pour l'ambassadeur Elisabeth Beton-Delegue et d'autres écrivains haïtiens d'exprimer leur admiration pour ces jeunes. Vanessa Léger et Guitry Choisy étaient dans les jardins de la résidence privée de l'ambassadeur français. Suivez leur reportage. L'état d'Haïti peut empirer comme cet état peut améliorer, mais ça dépendra de nous, de nos actions, de tout ce que nous ferons tous les jours avec les gens autour de nous, avec tout ce que nous entreprenons. Ce message que Joédine Jean-Baptiste a voulu faire passer dans sa nouvelle a particulièrement retenu l'attention de l'ambassadeur français en Haïti. Elle vient confirmer à l'admiration. Deux responsables universitaires mettent en garde contre les risques que le secteur de la santé encourt si l'accréditation des facultés de médecine haïtiennes n'est pas renouvelée en 2023. Au cas où rien ne serait fait d'ici là, le docteur Jean-Claude Cadet, doyen de la faculté de médecine de l'HUEH, redoute que les médecins formés en Haïti ne puissent plus exercer à l'étranger.
Pour sa part, Jackie Lumarque, recteur de l'université Quisqueya, craint une chute du niveau des compétences des médecins formés dans le pays et fustige l'inaction de l'État qui ne cherche pas à réguler le secteur. Suivez les explications du docteur Jean-Claude Cadet et du professeur Jackie Lumarque. Si on prend une faculté accréditée, moun yo pas ka déplacer en pile. C'est-à-dire que à part que moun est en Haïti, porte États-Unis, porte Canada, porte de l'Europe fermée pour étudier ça. Et je pense que ça constitue un danger parce que de toute façon, si on fait des travaux de recherche très poussés, nous pas encore des capacités pour nous indépendants pour nous faire des travaux de recherche. D'ailleurs, le laboratoire que nous fonctionne actuellement, si nous pas de partenariat assez intense avec l'Université de Floride, même le laboratoire n'est pas fonctionnel. Et ça fait que l'Université de Floride investit dans la faculté, c'est parce que nous connaissons que nous avons marché vers l'accréditation. La question, ce n'est pas seulement impossibilité pour un étudiant haïtien de poursuivre sa formation à l'étranger ou d'aller pratiquer la médecine à l'étranger. Parce que nous ne pas formons un médecin haïtien pour les États-Unis et Canada. Mais ce qui est plus grave là-dedans, c'est que cette information, ça va, si pas capable partir encore à l'étranger, ça veut dire tout. Dans quelles conditions on apprendre médecine là-bas? Dans quelles conditions on peut pratiquer médecine là-bas? Donc, son danger national. Donc, la question, ce n'est pas par rapport seulement à la possibilité de déplacement, de mobilité. Il sont question de est-ce que les autorités haïtiennes ont garanti qu'un professionnel de santé, qui est médecin, qui est infirmier, gagne suffisamment de compétences pour l'exercer le métier de manière efficace, avec la qualité suffisante pour ne pas faire des dégâts dans la population. L'État doit se dire, d'abord, l'ensemble des facultés de médecine accréditées doit être prise en charge par les pouvoirs publics. Et dit ça, c'est un problème de santé publique nationale. Et on a fort posé question, et les autres qui ne sont pas accrédités, ou qui t'a formé médecin, ou qui t'a formé infirmière, pour faire quoi dans la rue, avec qui dégâts, qui conséquences, sous santé publique, ou autrement dit, l'État a dépensé pour améliorer le système de santé national, et puis on admettre que parallèlement dans le même territoire, il y a des fossoyeurs du site national de santé. Donc, il y a une décision courageuse, difficile sur le plan politique qui doit être prise, mais il faut dire, mais ça m'a fait avec l'école qui n'est pas reconnue. On a marché vers l'accréditation. La question, ce n'est pas seulement impossibilité pour un étudiant haïtien de poursuivre sa formation à l'étranger ou d'aller pratiquer la médecine à l'étranger. Parce que nous ne pas formons un médecin haïtien pour les États-Unis et Canada. Mais ce qui est plus grave là-dedans, c'est que cette information, ça va, si pas capable partir encore à l'étranger, ça veut dire tout. Dans quelles conditions on apprendre médecine là-bas? Dans quelles conditions on peut pratiquer médecine là-bas? Donc, son danger national. Donc, la question, ce n'est pas par rapport seulement à la possibilité de déplacement, de mobilité. Il sont question de est-ce que les autorités haïtiennes ont garanti qu'un professionnel de santé, qui est médecin, qui est infirmier, gagne suffisamment de compétences pour l'exercer le métier de manière efficace, avec la qualité suffisante pour ne pas faire des dégâts dans la population. L'État doit se dire, d'abord, l'ensemble des facultés de médecine accréditées doit être prise en charge par les pouvoirs publics. Et dit ça, c'est un problème de santé publique nationale. Et on a fort posé question, et les autres qui ne sont pas accrédités, ou qui t'a formé médecin, ou qui t'a formé infirmière, pour faire quoi dans la rue, avec qui dégâts, qui conséquences, sous santé publique, ou autrement dit, l'État a dépensé pour améliorer le système de santé national, et puis on admettre que parallèlement dans le même territoire, il y a des fossoyeurs du site national de santé. Donc, il y a une décision courageuse, difficile sur le plan politique qui doit être prise, mais il faut dire, mais ça m'a fait avec l'école qui n'est pas reconnue par l'État. La pastorale des jeunes de l'archidiocèse de Port-au-Prince organise le 24 mars prochain une journée de sensibilisation sur le thème « Jeunesse unie, pays fleuri » dans le cadre des célébrations de la Journée mondiale de la jeunesse. Une activité qui sera ponctuée par une foire gastronomique, des conférences débats, des ventes signatures, ainsi que des échanges avec des artistes tels le chanteur Jean-Jean Roosevelt. Journée mondiale de la jeunesse, c'est un jour côté, pas plein demandé à travers le monde pour aider les jeunes à réfléchir sur valeurs et sur potentialité qui a fait Torland, Kaiser Salésienne, autour du thème jeunesse unie, pays fleuri. C'est de longues journées de réflexion, de prière, de détente, de vente signature également, parce qu'il y a bien des ouvrages qui ont l'honneur,
Côté environ 4000 jeunes après réunis pour être capables de réfléchir pendant toute journée. Nous avons réfléchi pour comprendre que si vous arrivez à prendre conscience de potentialité, si vous unissez tête, Haïti qui je dis en état ça capable de transformer dans un laps de temps. Il suffit que les institutions responsables investissent dans les jeunes. Il suffit que les gens qui veulent faire un encadrement le fassent ensuite au niveau de la jeunesse pour que les jeunes prennent conscience et avancent. Donc c'est peut-être ça, nous mettons esprit de fraternité, de transformation totale dans toutes facettes de la société. Dans le cadre de la Semaine de la francophonie, l'ambassadeur français en Haïti a honoré ce mardi les 12 lauréats du concours de nouvelles. Ce concours a été réalisé par C3 Éditions sous la direction de Gary Victor. L'ensemble de ces nouvelles constitue un ouvrage intitulé Haïti 2042, les futurs possibles. C'était l'occasion pour l'ambassadeur Elisabeth Beton-Delegue et d'autres écrivains haïtiens d'exprimer leur admiration pour ces jeunes. Vanessa Léger et Guitry Choisy étaient dans les jardins de la résidence privée de l'ambassadeur français. Suivez leur reportage. L'état d'Haïti peut empirer comme cet état peut améliorer, mais ça dépendra de nous, de nos actions, de tout ce que nous ferons tous les jours avec les gens autour de nous, avec tout ce que nous entreprenons. Ce message que Joëdine Jean-Baptiste a voulu faire passer dans sa nouvelle a particulièrement retenu l'attention de l'ambassadeur français en Haïti. Elle vient confirmer, à l'admiration de tous, que la jeunesse haïtienne a énormément de potentiel. Pour la diplomate Elisabeth Beton-Delegue, cet ouvrage, Haïti 2042, les futurs possibles, en est la preuve palpable. Et je crois que c'est la démonstration, je veux dire, des talents, je mets bien un pluriel, qui existent dans ce pays et dans sa jeunesse. Et il y a une jeunesse qui a besoin de s'exprimer, mais une jeunesse qui sait s'exprimer aussi, je dirais, en ayant en main les outils, je dirais, de l'écriture, de l'intelligence. Et je crois que c'est un formidable message, justement, de cette jeunesse auprès de l'ensemble de la population. Dire que le peuple haïtien a du mal à s'exprimer en français, ce serait parler trop vite pour Madame Delegue. Le niveau d'écriture des 12 lauréats, leur capacité à s'exprimer dans la langue de Voltaire de façon limpide, prouve que la langue française est toujours un centre d'intérêt pour la jeunesse, même si elle reconnaît qu'il y a un problème dans le système éducatif haïtien. Et le français fait partie de ce problème global de l'éducation, mais on voit bien que dans les lauréats de cette année, je veux dire, vous avez des jeunes qui viennent de Ouanaminthe, par exemple, qui viennent des Gonaïves, qui viennent de Tabar, ce qui montre bien qu'il y a encore des ressorts dans ce système éducatif, mais qui va au-delà du système éducatif et qui évidemment milite pour plus de bibliothèques, plus d'accès Internet pour pouvoir avoir accès au contenu francophone notamment, mais pas exclusivement. Il ne s'agit pas seulement de montrer la capacité des jeunes à parler le français, mais aussi d'aller vers cette génération qui est l'avenir du pays et faire germer les rêves d'une Haïti meilleure, explique Gary Victor. C'est d'offrir aux jeunes un lieu où ils puissent... Les disparités sociales et économiques entre Haïti et la République dominicaine sont à la base des conflits qui opposent régulièrement les habitants des deux pays. C'est l'analyse de l'ancien candidat à la présidence, Éric Jean-Baptiste. L'homme politique dénonce l'absence de l'État dans les villes frontalières, notamment à Ansapitre. Éric Jean-Baptiste, qui a effectué une visite dans cette commune suite à la tension qui y a régné la semaine écoulée, exige que la lumière soit faite sur certaines rumeurs faisant état de massacres d'Haïtiens à Pedernales. Ça, l'État haïtien avait essayé de cacher qui a passé dans ce chapitre-là, magistrat en chapitre-là, témoigner côté que M. Diguen, un pile haïtien, un pile compatriotes nous qui mourent, qui ont assassiné et qui disparaissent. Moun qui dans gare expliquer que jusqu'à maintenant comment il est difficile pour que yo recenser quantité de compatriotes qui mourent, que yo assassinés, parce que jusqu'à maintenant nous-mêmes ici sous bord par nous pas mettre devoir nous au propre pour nous permettre que compatriotes nous gagnent pièces d'identité. Dans ça qu'a privé là je dis
plus particulièrement dans Ansapit, mais recommandations que nous-mêmes nous pensons qui t'a supposé faire rapidement. Le premier là, c'est que faut que l'État haïtien gonfle venir pour faire construction route fond parisien vers Tiot. Haïtiens qui en s'apitio souvent ils sont obligés de jamber frontières pour y aller acheter glace parce que l'électricité c'est zéro dans en sapit. Nous pensons qu'il faut qu'ils fassent construction route Tiot, Belance, Marigot. En même temps, il faut qu'ils mettent campé sous pied port de cabotage qui est capable de permettre que en sapit désenclaver et gagner relation avec l'autre ville côtière qui est dans le département sud-est là. En même temps, d'une manière générale, il faut dire que nous croyons que l'impératif pour que vous mettez campé sous pied tout bon vrai l'armée d'Haïti qui pour sécuriser la frontière là. L'ONG Médecins sans frontières sera toujours présente en Haïti. Selon Michel Chouinard, chef de mission, MSF va fermer de façon graduelle